Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Célébration hier jeudi de l'Ascension, la montée de Jésus-Christ vers le Père. Vous suivrez dans cette édition la messe dite à cette occasion sur la paroisse Saint-Joseph de Gloyeko. Les experts de l'environnement ont eu 2 jours pour réfléchir sur la reconstitution du 7e cycle du Fonds pour l'environnement mondial, le point de la cérémonie de clôture dans ce journal. Et puis, au Kenya, les réfugiés somaliens vivent dans l'incertitude. Cela fait 2 ans que le gouvernement kenyan a annoncé la fermeture du camp qui leur sert d'abri. Bienvenue dans cette édition. Célébration hier de la fête de l'Ascension, une fête qui intervient 40 jours après la résurrection du Christ d'entre les morts. Aristide Setin et Denis Marouya ont participé à la célébration eucharistique dite sur la paroisse Saint-Joseph de Gloyeko dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici leur reportage. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est cet extrait de l'évangile de Saint Marc qui justifie la présence de la plupart des fidèles chrétiens catholiques présents à la célébration de la messe de l'Ascension sur la paroisse Saint-Joseph de Gloyeko. Ils ont cru à l'élévation de Jésus-Christ vers son Père et sont présents à ce culte comme les apôtres sur la montagne pour être sauvés. Dans son homélie, le Père célébrant, le révérend Père Achille Lanviwanou, a mis un accent sur le mystère de l'Ascension. Le mystère de l'Ascension, dans ce mystère, on peut contempler 3 choses. La première chose, c'est l'exaltation. L'entrée dans la gloire de celui qui est descendu. Qui est descendu du ciel? Jésus. Mais pourquoi? C'est pour sauver l'humanité. Parce que l'humanité a échappé à son identité première. L'humanité a perdu la grâce de sa communion avec Dieu. Et donc il est descendu. Il a été envoyé par le Père. Il est descendu et il a accompli l'œuvre du Père. Et donc, la résurrection du Christ était déjà la victoire que le Christ avait sur le mal, sur la mort. Mais ce qui montre vraiment que le Fils a accompli l'œuvre du Père, c'est qu'il retourne à la maison. Chant. Baptême. Et l'Eucharistie sont les temps forts de cette célébration eucharistique ce jeudi sur la paroisse de Gloyeko. Les fidèles rencontrés comptent emboîter les pas au Rédempteur. Nous avons assisté à une messe, une Eucharistie très vivante du célébrant qui nous a appris combien nous devons entrer dans l'œuvre de Dieu et pouvoir mériter notre place à sa droite. Nous avons été marqués par la levée du Christ vers Dieu lui-même et les leçons qu'il a bien voulu laisser au monde. Je pense que ce que nous retenons, c'est tout simplement de faire comme lui, marcher dans ses pas pour pouvoir mériter grandement la place qui nous a réservée au ciel. Ce qui m'a beaucoup touché par l'homélie de notre Père, il nous demande encore une fois d'avoir la foi chrétienne. Et cette foi maintenant nous demande à chacun de nous d'aimer les uns les autres comme Jésus l'a dit. 40 jours après sa résurrection, Jésus-Christ quitte ses disciples tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Le Fils de l'homme, le Rédempteur, promet de leur envoyer une force, celle de l'Esprit Saint, à la Pentecôte.
La journée de l'Europe, c'était ce 9 mai. Les diplomates de l'Union européenne en poste au Bénin et des personnalités béninoises se sont retrouvés à Cotonou pour la célébration de cette journée. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, a fait une déclaration qui, si puissante et inspirée, a conduit à la construction européenne d'aujourd'hui. Et le 9 mai est devenu la journée de célébration de l'Europe. Comme chaque année, la délégation de l'Union européenne au Bénin a en effet convié les diplomates des pays membres de l'Union européenne en poste au Bénin, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions de la République à une réception. Suivez les propos de Maître Joseph Diogbenou, ministre de la Justice, présent à l'événement. L'Union européenne est un ensemble politique. Ceux qui ont compris, ou prétendu comprendre, qu'il s'agissait d'un projet économique ou d'une zone de libre-échange se sont trompés et continuent à se tromper. Elle est politique et à cet égard, si l'Union connaît un succès d'ensemble indéniable, malgré des échecs et aussi parfois de la désaffection populaire, il faut aujourd'hui souligner qu'elle reste aussi toujours un combat. À l'égard de la libre circulation des personnes et des biens et de la protection des droits humains, votre union constitue bien un modèle dont s'efforce de suivre, dont s'efforce d'inspirer les autres unions de nature partagée. Il me plaît également de saisir cette opportunité pour vous présenter mes sincères et vives félicitations pour votre nomination en qualité d'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne à Cotonou, et former le souhait qu'avec vous, la coopération entre le Bénin et l'Union européenne s'enracine davantage. Monsieur l'ambassadeur, en ce moment de réjouissance qui nous rassemble, je voudrais, au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom personnel, souhaiter une bonne fête aux citoyens des 28 États membres de l'Union européenne. 2 jours de dialogue national sur la reconstitution du 7e cycle du Fonds pour l'environnement mondial. C'était une initiative du ministère du Cadre de vie et du Développement durable en collaboration avec le Fonds mondial pour l'environnement. Elle vise à renforcer les capacités de tous les acteurs nationaux impliqués dans la mise en œuvre des conventions relatives à l'environnement. La cérémonie de clôture a eu lieu ce mercredi 9 mai. Cano François, Mbadé-Rector et Damé Pedro pour le point. Lancé ce jeudi 8 mai 2018 à Azalea Hôtel de Cotonou, le dialogue national sur la reconstitution du 7e cycle du Fonds pour l'environnement mondial FM7 a pris fin ce vendredi 9 mai 2018. C'était au cours d'une cérémonie de clôture qui a connu la présence du responsable de la région Afrique du FM, de la directrice de cabinet du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, des cadres du dit ministère et des personnes ressources dans le domaine de l'environnement que les travaux ont pris fin. Ce dialogue vient donc de marquer le début de la programmation du Bénin pour le FM7. C'est ce que témoigne Ibrahim Assou, chargé de la région Afrique du FM. Je pense qu'on peut simplement considérer ce dialogue comme un début, comme le début du processus de programmation du portefeuille du Bénin pour le FM7. Parce que comme je le disais hier, c'est seulement 2 heures de travail de groupe, 3 heures de travail de groupe hier et aujourd'hui, où certainement beaucoup d'idées intéressantes sont ressorties des débats, des interactions, des discussions, et qu'il faudra évidemment poursuivre ce travail pour aller vers donc des projets structurants, des projets qui reflètent non seulement les stratégies du FEM que nous avons présentées, mais aussi les priorités du pays. Une occasion que la directrice de cabinet du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, Madame Jeanne Akasha Akora, a saisi pour affirmer la volonté du Bénin de s'engager avec des idées à la fois structurantes et très édifiantes afin de bénéficier des projets à impact du FM. Je voudrais vous exprimer l'engagement du Bénin pour
jouer sa partition. Notre pays, le Bénin, veut faire partie des pays qui vont être bénéficiaires des projets à impact. Vous nous avez dit c'est une compétition. C'est pourquoi nous exprimons notre engagement. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour pouvoir présenter des projets dignes, des projets qui vont être des projets structurants, qui vont exprimer les priorités de notre pays, qui vont être aussi présentés aux différents guichets. Donc nous nous préparons. Nous avons fait cette réunion avec plusieurs idées. Nous allons avoir d'autres séances entre nous pour affiner, approfondir et donner toutes les informations qui vont permettre aux agences d'exécution de nous accompagner dans la formulation de ces projets pour que ces projets puissent avoir l'approbation du FEM et nous permettre de gérer nos priorités, comme le ministre l'avait dit hier, qui sont adaptation au changement climatique, gestion durable des terres, préservation des ressources forestières, ville durable, érosion côtière. Je n'ai pas oublié biodiversité. Il est donc important de noter la volonté du gouvernement à travers ce dialogue d'hisser le Bénin au rang des pays soucieux d'avoir un environnement sain. Déjà d'autres séances seront organisées dans les prochains jours pour permettre au cadre du ministère de fournir des éléments nécessaires aux agences d'exécution des différents projets du Fonds pour l'environnement mondial. Le ministère de l'Agriculture, à travers son projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale phase 2, a organisé une séance d'échange entre les agriculteurs et acteurs de Provac 2 ce 9 mai 2018 au Salon agricole et financier, un salon qui a eu lieu du 8 au 10 mai 2018. L'objectif de cette rencontre était de présenter le projet au public. Mori Anoagua et Fiacre Voito. Présent à la 5e édition du Salon agricole et financier, Provac 2 entendait projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale porté par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche vise in fine l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales. Léon Iwa, homologue, présente ici en 3 points Provac 2. Il parle d'abord du concept du projet. La première phase s'est déroulée de 2010 à 2014 et l'objectif c'était d'augmenter le nombre de pisciculteurs au Bénin et principalement dans les 7 départements du sud Bénin en son temps qui avaient le potentiel aquacole le plus élevé. Pour cette deuxième phase, l'objectif c'est l'intensification de la production. Et cette fois-ci, ça couvre tout le Bénin, puisque avec la première phase, le Bénin a sollicité de ses partenaires, et en particulier les Japonais, l'Agence japonaise de coopération internationale, a sollicité que le projet puisse s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Des principes et méthodes. Le principe, c'est un pisciculteur sélectionné est formé avec l'agent d'encadrement. Entre-temps, c'était les cadres, aujourd'hui, c'est les ATDA. Quand ces pisciculteurs clés sont sélectionnés, on les forme toujours avec les agents sur la technique de production des alevins, de tilapia monocesse mâle, dont le projet fait la promotion, et aussi des clarias garipinus. Donc, à la fin de la formation, à leur tour, ils organisent des formations avec le concours et l'appui du projet. Il évoque les actions prévues. Nous avons prévu de faire la promotion et l'amélioration de l'accès à l'aliment de bonne qualité. On a prévu aussi un essai pour l'amélioration de la valeur nutritionnelle des aliments fabriqués localement avec à l'aide de la farine importée, donc autre que la farine de poisson du Sénégal. Il y aura aussi l'amélioration des techniques de production d'alevins de tilapia monocesse mâle et la culture de zooplancton pour nourrir surtout les larves de clarias à l'étape de larve et à l'étape de post-larve. Surtout l'amélioration de l'accès au financement des activités piscicoles par les institutions
financière. À sa suite, un pisciculteur clé formé par le projet témoigne. Clarias, j'ai produit 2 tonnes 372 kilos que j'ai vendu à 2 022 000 2017. Il évoque par ailleurs quelques difficultés auxquelles certains pisciculteurs sont confrontés. Mon chiffre d'affaires a chuté en 2017 parce que j'ai eu un problème de changement climatique sur ma ferme. Je souhaite vivement que les microfinances voient le problème des agriculteurs et qu'ils nous accordent le crédit avec le taux d'intérêt, un chiffre. Cet échange a permis aux participants présents à ce salon d'avoir quelques éléments de réponse à certaines de leurs préoccupations et difficultés vécues par les pisciculteurs. Et le coordonnateur du PROVAC phase 2 revient sur les objectifs visés dans la deuxième phase du projet. Il énonce par ailleurs les difficultés rencontrées dans la première phase. Nous voulons, à travers ce projet, atteindre l'objectif du gouvernement qui est de produire d'ici l'an 2021 de 20 000 tonnes de poissons d'aquaculture. Donc chaque année, jusqu'à l'an 2021, on doit produire 20 000 tonnes. Donc les 20 000 tonnes ne sont pas produites dès maintenant, c'est progressivement. Donc on doit atteindre en 2021 une production annuelle de poissons d'aquaculture d'un tonnage de 20 000 tonnes. Mais pour atteindre cela, il faut des préalables. Donc, il faut informer la population par rapport aux opportunités que le PROVAC leur offre pour les formations. Et puisqu'il faut partir de la technologie de base, celui qui n'a pas cette connaissance de production ne pourra pas atteindre cet objectif. Donc c'est pour cette raison que nous avons tenu quand même venir à ce salon pour présenter aux acteurs nos difficultés, surtout par rapport au financement. Nous avons d'autres actions, d'autres techniques, mais par rapport au financement, nous tenons que les structures financières décentralisées s'organisent pour comprendre l'effectivité des préoccupations des pisciculteurs, pour pouvoir leur venir en aide. Cela permettra à nos producteurs d'avoir les moyens financiers nécessaires pour mettre en pratique ce qu'ils auraient appris du PROVAC. Nous souhaiterons que les partenaires nous aident quand même à alléger un peu les taxes sur ces intrants. Par exemple, les équipements pour la pisciculture, l'aliment qui est souvent importé. Donc, si ces intrants connaissent un peu de réduction, là, ça va à l'avantage de nos pisciculteurs qui vont toujours continuer dans l'activité. Sinon, on va noter un regressement de cet engouement. Donc, ce que nous ne souhaiterons pas, ce qui ne va pas nous permettre d'atteindre l'objectif. Donc, c'est l'appel principal que j'ai à lancer, c'est d'appuyer quand même nos producteurs pour diminuer un peu ces charges qui font monter le coût de production. Et puis les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI ont été installés ce 8 mai par le président de la Cour constitutionnelle. Une équipe de Eden TV s'est rapprochée du chef d'arrondissement par intérim de Glodibé pour recueillir son avis au sujet de cette installation. On l'écoute. Après l'installation des membres de COSLEPI, c'est un sentiment de joie qui m'anime parce que les gens doutaient que de ce que l'installation n'aura pas lieu, cela a été effectif. Donc c'est un sentiment de joie qui m'anime et je remercie les institutions de mon pays pour avoir vite installé la COSLEPI. Donc je les remercie parce que les gens pensaient que, les gens disaient que c'est avec le RAVIP pour qu'on allait faire les élections, mais les institutions ils ont joué leur partition et je suis très content. Mon appel pour la population c'est d'être sereine, d'avoir confiance à nos institutions et que tout ira. J'ai confiance, je sais que cette institution, ce n'est pas la première fois qu'elle veut organiser les élections. Elle a déjà fait ses preuves pendant longtemps.
Donc moi j'ai confiance à cette institution. Les élections vont se dérouler dans de bonnes conditions et chacun d'entre nous tirera son épingle de jeu. Okay. Bon, si certains citoyens sont en train de dire, ils sont en train de mentir parce que bon, sans les élections, le président lui-même ne sera pas là. Et pourquoi ne pas financer les élections? C'est de bon ton, ça, c'est déjà régi par des textes de notre chose-là, de la loi fondamentale de notre pays, et que il va finaliser ça c'est clair. Donc il ne va pas trahir le peuple. Donc je suis sûr que bon, tout ira dans de bonnes conditions. Formation des professionnels des médias et des diplômés de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA à l'écriture et à la réalisation documentaire. Et l'objectif est de renforcer les capacités de ces journalistes. Un atelier de formation qui a démarré ce mercredi au profit d'une trentaine de journalistes et réalisateurs intervenant dans les chaînes de télévision et structures de production de l'environnement médiatique béninois. Vous suivrez, suivez ici le formateur principal et le président fondateur de l'ISMA. Entre le documentaire et le reportage. Le reportage est plutôt une forme journalistique, très souvent avec des paroles qui sont illustrées. Moi, je fais des documentaires, donc ça fait plutôt partie du cinéma. Donc, ce que je voudrais faire comprendre, que c'est un langage, disons, et un langage avec plein d'éléments sur lesquels on peut jouer. Cet atelier revêt un caractère spécial qui fait que ça devient une opportunité pour les diplômés de l'ISMA, pour les étudiants de l'ISMA et pour les techniciens réalisateurs des télévisions partenaires. Ceci d'autant que l'Afrique doit se révéler. Et l'Afrique ne peut se révéler qu'à travers les documentaires. Mais lorsque nous posons des documentaires qui ne sont que pour nos pays, ça ne sert à rien. Le documentaire a ses normes, ses principes et l'éthique qui va avec. Malheureusement, ce n'est pas respecté. Aujourd'hui, nous avons pu identifier M. Rambo, qui est l'un des meilleurs professionnels du documentaire en Europe, que nous avons fait venir ici pour enseigner aux nôtres, d'abord en 1 ou 2 journées, les notions basiques du documentaire. Et le reste du temps, c'est la pratique. Et par rapport à ce qu'il représente au sein du SILECT, et par rapport à son background, je pense que nous avons ici une personne très indiquée pour apporter aux nôtres les aptitudes, les compétences qu'il faut pour réaliser de très bons documentaires. Ce qu'on attend des participants, c'est leur investissement personnel. Parce qu'il ne s'agira pas de leur donner une connaissance, mais il s'agit de construire dans leur tête les aptitudes et compétences, ce qui suppose un investissement massif de leur part. C'est pourquoi je les invite à suivre rigoureusement, à poser beaucoup de questions, à chercher à comprendre quels sont les réflexes qu'il faut avoir, quelles sont les normes qui sous-tendent, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit jamais faire quand on fait un documentaire. Ils ont cette semaine pour s'outiller à cela et je les invite à beaucoup s'investir et ils verront que cette semaine aura été très utile pour eux. Hors du Bénin, en Tunisie, les membres de l'instance supérieure indépendante des élections ont annoncé les résultats préliminaires des élections municipales. Le parti islamiste Ennahda est arrivé en tête à Tunis et dans de nombreuses grandes villes à l'issue des premières municipales démocratiques de Tunisie, un résultat qui ne lui garantit cependant pas de contrôler ces villes à défaut de majorité. À l'échelle du pays, ce sont les listes indépendantes qui ont remporté le plus grand nombre de sièges avec 2367 élus, soit 32,9% des sièges. Ennahda arrive deuxième avec 28,6% des sièges suivis. Les listes indépendantes sont en tête des votes pour les municipales avec
581,666 voix, soit 32,27% des sièges. Le parti Ennahda a reçu 516 376 voix, soit 28,64% des sièges. Et le parti Nida Tounes a reçu 375 896 voix, soit 20,85% des sièges. Les femmes ont gagné 3385 sièges, soit 47,05%, et les hommes 3809 sièges, soit 52,09%. Pour la municipalité de Tunis, sur un nombre total de sièges de 60, le nombre pour les listes indépendantes est de 10 sièges, 17 sièges pour Nida Tounes et 21 pour Ennahda. Bien sûr, il y aura des coalitions parce qu'aucun parti n'a la majorité absolue, n'a la moitié des sièges, n'a 31 sièges de la municipalité de Tunis. Donc automatiquement, ça c'est sûr, il y aura des coalitions. Au Kenya, la rupture d'un barrage dans le centre du pays mercredi soir a fait au moins 32 victimes emportées dans leur sommeil par les eaux boueuses et tumultueuses en pleine saison de pluie qui a fait près de 160 morts depuis mars dans le pays. Vers 21h, le barrage de Solai situé près de la ville de Nakuru à environ 160 km au nord de Nairobi a cédé et ses eaux ont balayé les modestes habitations de cette zone rurale. Au moins 36 personnes ont par ailleurs été admises dans des établissements médicaux de la région. D'après plusieurs sources locales interrogées par l'agence France Presse, le barrage était utilisé pour l'irrigation des fermes environnantes et entouré d'habitations de fortune d'ouvriers agricoles employés dans ces exploitations. Toujours au Kenya, en mai 2016, le gouvernement a annoncé la fermeture du camp de Daba qui compte alors près de 350 millions d'habitants, principalement des Somaliens. 2 ans plus tard, le camp n'est toujours pas fermé et l'incertitude règne sur son avenir. Reportage. Fartoun vit avec ses 11 enfants ici à Dadaab, après avoir fui la sécheresse et la guerre civile en Somalie en 2010. Depuis, elle vit sous la menace de la fermeture du camp annoncée par le gouvernement kényan en 2016. J'avais entendu que si par malheur nous n'arrivions pas à quitter le camp, nous serions tabassés et forcés à partir. Dans le cadre du programme de rapatriement volontaire lancé en 2014, 75 000 Somaliens reçoivent une aide financière pour retourner dans leur pays. Fartoun en fait partie, mais après avoir passé la frontière, son convoi est attaqué. Sur le chemin, des Dolans nous ont capturés et gardés en otage pendant 2 jours. C'est là qu'ils nous ont violés et torturés. Après avoir frôlé la mort, Fartoun décide de revenir au camp, mais le retour est difficile. Prétextant la préparation d'attentats par les islamistes somaliens Shebab depuis le camp, le gouvernement kényan a annoncé sa fermeture en mai 2016, à l'approche d'échéances électorales. Depuis, il n'accorde plus automatiquement le statut de réfugié et les ONG se plaignent de coupes financières drastiques. La première chose que les donateurs nous disent, c'est pourquoi lancer des programmes à long terme. Ils se demandent pourquoi faire des programmes sur le long terme si le camp va bientôt fermer. Le programme alimentaire mondial a réduit de 30% les rations alimentaires pour les réfugiés du camp. L'avenir ici reste donc incertain, mais pour Fartoun, hors de question de retourner en Somalie. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt.